L'année 1985 est témoin de changements importants au Kremlin. Suite au décès de Konstantin Tchernenko, le jeune Mikhail Gorbatchev prend la tête du gouvernement soviétique. Pendant un match de Coupe d'Europe au stade du Heysel en Belgique, des hooligans surexcités provoquent le drame. 41 supporters de l'équipe Juventus sont tués. En Nouvelle-Zélande, dans le port d'Auckland, des saboteurs français coulent le bateau Rainbow Warrior du mouvement Greenpeace et provoquent la mort d'un membre de l'équipage. Sur une note plus optimiste, Bob Geldof à Londres réunit des dizaines de stars du rock pour son concert Live Aid, dont les recettes sont destinées aux populations d'Afrique frappées par la famine. Le 29 décembre 1985, tôt dans la soirée, un train entre en gare de Hackney Wick à l'est de Londres. Dans le froid de cette nuit d'hiver, une jeune fille en descend, puis quitte la gare. C'est Alison Day, une secrétaire de 19 ans. Elle doit retrouver son petit ami dans une imprimerie non loin de là. Elle n'arrivera jamais au rendez-vous. Sa disparition déclenche des recherches dans tout le pays. On retrouve son corps 2 semaines plus tard dans le canal Lee, à quelques centaines de mètres de la gare. Les hommes grenouilles de la police repêchent le corps et poursuivent leurs recherches, espérant trouver d'éventuels indices en amont et en aval du cours d'eau. Le commissaire Charlie Farquhar dirige l'équipe qui enquête sur le meurtre. Il envisage le scénario suivant. Alison Day a été enlevée sur la passerelle déserte de la gare. Ensuite, elle avait été attachée, étranglée, violée brutalement, puis le meurtrier s'était débarrassé du corps en le jetant dans le canal. Retrouvée 2 semaines après, il ne restait, on s'en doute, quasiment aucune preuve sur laquelle appuyer nos recherches. Toutefois, nous avions trouvé un indice important dans le canal. Quelques mètres plus loin, les hommes grenouilles ont en effet repêché le manteau en peau de mouton de la jeune fille. Des pierres glissées dans les poches du manteau devaient maintenir le corps immergé. Cette découverte est importante. En effet, le corps est resté trop longtemps dans l'eau pour livrer les indices habituels pouvant servir à une expertise telle que le sperme ou les cheveux. Tout a été emporté par l'eau. Mais un examen minutieux du manteau permet de découvrir plusieurs fibres étrangères qui y adhéraient. On retrouve ces mêmes fibres sur le jean et la chemise d'Alison. Après avoir éliminé toutes les matières pouvant provenir du canal, il est presque certain que les éléments restants proviennent des vêtements de l'assassin. La police a désormais les moyens d'associer directement quelqu'un au meurtre. Mais encore faut-il pouvoir isoler un suspect. Nous n'avions pas de témoins ayant vu Alison dans le train ou dans la gare de Hackney Wick. Nous avons très vite éliminé tous les suspects immédiats. Nous n'avions aucune piste, rien. Mais le médecin légiste qui a effectué l'autopsie nous a rapporté un fait intéressant. L'assassin avait attaché les mains d'Alison Day dans le dos à l'aide d'une bande de tissu qu'il avait déchirée dans la chemise de la victime. Pour l'étrangler, il avait utilisé une autre bande du même tissu qu'il avait serré autour du cou de sa victime avec un morceau de bois. L'équipe de Farquhar suit également une autre piste. Elle est en contact avec les policiers chargés de l'opération Heart, une des plus vastes enquêtes sur une série de viols en Grande-Bretagne. L'opération a débuté en juillet 1985 suite à 3 agressions qui ont eu lieu la même nuit à Londres, dans les quartiers de Warren Street et de Kentish Town. La police fait le rapprochement avec quelques 19 autres viols commis pendant les 3 années précédentes et en conclut que toutes ces affaires sont le fait d'un seul et même violeur. Une équipe supervisée par le commissaire Ken Walker
fut mise en place au commissariat du quartier de West Hendon pour coordonner les recherches. Ces viols débutent en juin 1982. 2 hommes attaquent une femme de 23 ans à la station de métro de West Hampstead. 3 cas semblables se produisent dans le nord-ouest de Londres pendant l'automne et l'hiver 1982, puis les agressions cessent. Elles reprennent, mais avec un seul agresseur, le 20 janvier 1984, près de la gare de Barnes Common, dans le sud-ouest de Londres. 20 autres agressions ont lieu au cours des 18 mois suivants, dont 4 depuis le lancement de l'opération Hart. L'équipe du commissaire Walker a réuni des informations considérables. Nous savions que l'un des hommes était grand, l'autre petit. Nous avions peu d'indications sur celui qui était grand, mais nous savions que le petit était de groupe sanguin A et avait, d'après les témoins, les cheveux blonds. Nous savions aussi qu'il opérait souvent seul et utilisait des méthodes distinctives. Il avait toujours un couteau, il engageait toujours la discussion avec les jeunes femmes avant de les agresser et leur volait parfois des objets. Il commettait souvent ces agressions à proximité des gares désertes. Les enquêteurs de l'opération Hart dressent une liste de tous les délinquants sexuels appartenant au groupe sanguin A. Ils sont sûrs que celui qu'ils pourchassent se trouve parmi ces numéros Z, selon le nom de code qui leur est attribué. En effet, les méthodes du violeur montrent qu'il a probablement une expérience antérieure des procédures policières. Il essuie ses traces de sperme avec un mouchoir en papier et passe au peigne fin les poils du pubis de ses victimes. Les enquêteurs font paraître ce portrait robot, sachant qu'ils ont affaire à un individu rusé et pervers qui sait se débarrasser des indices. Mais les 2 équipes trouvent peu d'éléments leur permettant d'opérer un rapprochement direct entre ces viols et le meurtre d'Alison Day. Ce n'est que 3 mois plus tard, le 1er avril 1986, près de la gare de Horsley dans le Surrey, au sud de Londres, qu'une nouvelle affaire révèle brutalement ce lien. Une collégienne de 15 ans, Marche Tambowser, fille d'un homme d'affaires hollandais, part de chez elle pour se rendre à vélo dans le village d'East Horsley. Pour éviter la circulation de la route A246, très fréquentée, elle prend un sentier isolé qui traverse un petit bois le long de la ligne de chemin de fer principale pour Londres. Marche n'arrivera jamais chez elle. Des recherches sont organisées. On retrouve son corps atrocement mutilé le lendemain matin, tôt dans le bois près du sentier. Le commissaire John Hurst de la PJ du Surrey est chargé de l'affaire. C'était certainement le pire meurtre que j'ai vu dans toute ma carrière. Elle avait été sauvagement violée, avait reçu des coups à la tête d'une brutalité extrême, puis on l'avait étranglée. Le commissaire Hurst remarque immédiatement un fait important. Pendant que j'examinais les lieux, il m'est apparu clairement que nous recherchions un criminel qui s'était délibérément efforcé de faire disparaître toute preuve. Il était évident ici que le meurtrier avait essayé de détruire le corps en le dépeçant pour empêcher la police ou les experts de trouver des indices. Et pourtant, l'enquête de la police révèle des indices importants. La bicyclette de Marche était appuyée contre un arbre. Près de cet arbre, une corde en nylon avait été tendue en travers du sentier pour obliger la jeune fille à descendre de vélo. Des empreintes de pas anormalement petites se trouvent près du corps. On trouve aussi des mouchoirs et des allumettes, ainsi que des traces de sperme suffisantes pour permettre au laboratoire de mener leurs recherches. La police interroge les habitants des alentours, et notamment plusieurs témoins qui ont pris le train de 18h07 pour Londres. Certains se souviennent d'un homme plutôt petit au regard intense qui s'est précipité sur le quai alors que le train allait partir. Nous avons essayé de retrouver chaque personne qui avait pris ce train, même si ça signifiait passer au crible 2 millions de billets de train. Mais il n'y a aucune empreinte digitale et aucune autre piste. En revanche, la corde qui a servi à stopper Marche puis à l'attacher s'avère être une piste plus fructueuse.
La corde est d'un type caractéristique nommé Somyard. Le directeur de l'usine qui l'a produite affirme qu'elle a fait partie d'un lot fabriqué en 1982 et dont la plus grande partie a été vendue à la compagnie de chemin de fer britannique. Mais c'est surtout les traces de sperme qui fournissent les indices les plus précieux. De quantité suffisante, elles permettent au laboratoire d'expertise de la police de déterminer le groupe sanguin du meurtrier. Il est de type A. Les laboratoires utilisent aussi un nouveau test mesurant le taux d'un certain enzyme dans le sang. Il permet de classer ce groupe sanguin en 10 sous-groupes distincts et de restreindre ainsi le champ des recherches à une moyenne de 1 suspect sur 5 personnes. Il ne faut que quelques heures à l'équipe qui enquête sur le meurtre de Margie Tambowser pour commencer à établir des liens avec l'affaire Allison. Lors des deux crimes, les mains des victimes ont été attachées et leurs vêtements déchirés. Le groupe sanguin de l'agresseur est le même dans les deux cas et bien sûr figure dans la liste de l'opération Hart. Nous savions alors que nous recherchions un violeur devenu meurtrier. Le commissaire Hearst prend contact avec le commissaire Farquhar et tous deux constatent que le meurtrier de Margie Tambowser a utilisé la même technique pour étrangler sa victime que dans l'affaire Allison Day. Les liens sont si nets que l'on décide de grouper les trois enquêtes sous la direction du commissaire divisionnaire du Surrey, Vincent McFadden. Durant les 9 mois de son intervention, l'équipe de l'opération Hart a commencé à sélectionner une liste de suspects principaux. Parmi ceux-ci, un homme petit, de constitution fragile, au regard intense, est entré sur les fichiers de la police en août 1985. Sa femme, dont il est séparé, a porté plainte contre lui pour viol et agression. Son nom, John Duffy. Malgré les objections de la police, Duffy avait été relâché sous caution. Alors qu'il se trouvait en liberté, un autre viol avait été commis, ce qui suscita un vif intérêt au sein de la nouvelle équipe d'enquête. Les indices relevés lors du viol commis à Copthall, dans le nord de Londres en 1985, ressemblaient tant à ceux de l'affaire Tambowser que je m'étais juré, si on retrouvait l'auteur, de lui poser de sérieuses questions sur le meurtre de Margie Tambowser. Le samedi 17 mai 1986, un mois après le meurtre de Margie Tambowser, l'équipe des enquêteurs retombe à nouveau sur John Duffy. Les policiers ont arrêté un homme de petite constitution que l'on a vu rôder près de la gare de Northweald. C'est Duffy. On trouve sur lui un couteau aiguisé à double lame et un paquet de mouchoirs en papier. Il affirme qu'il se rend à un cours d'arts martiaux et après avoir vérifié ses dires, la police le relâche. Le lendemain, le 18 mai 1986, Anne Locke, une secrétaire de 29 ans, sortie tard de son travail, prend un train pour Brooksman Park dans le Herefordshire, au nord de Londres. Elle n'arrive jamais chez elle. On fait des recherches dans tout le pays pour retrouver cette jeune femme qui vient de se marier et qui rentre de sa lune de miel dans les Seychelles. On retrouve à la gare la bicyclette d'Anne Locke. Le cadenas est toujours fermé, mais il n'y a aucune trace de la jeune femme. Tandis que les recherches de la police se poursuivent, de nombreuses similarités troublantes entre sa disparition et les autres affaires de viol et de meurtre apparaissent clairement. Les craintes de la police se concrétisent 2 mois plus tard. Le 21 juillet, une équipe d'entretien ferroviaire retrouve le corps d'Anne Locke dans un état fortement avancé de décomposition sous d'épais fourrés du talus près de Brooksman Park. La victime a les mains attachées dans le dos, elle a été étranglée et le meurtrier a essayé de brûler le corps. De fortes présomptions laissent penser qu'il s'agit du même meurtrier.
Mais on trouve peu de preuves matérielles permettant d'établir un lien concret entre cette affaire et les précédentes. Néanmoins, pour le commissaire divisionnaire McFadden, les similarités sont trop nombreuses et ce dernier meurtre doit être ajouté à la liste des précédents. Il est évident que ces 3 meurtres commis dans un sentier près d'une ligne de chemin de fer et à faible distance d'une gare doivent faire partie de la même enquête judiciaire. Les 3 viols portent le même sceau, ce qui nous mène encore à rechercher quelqu'un qui connaît bien les chemins de fer. Nous restons cependant vigilants quant à d'autres pistes éventuelles. Les enquêteurs savent que John Duffy a travaillé pour les chemins de fer britanniques comme menuisier. Mais il passe d'autres suspects en tête de liste pour une autre raison. En effet, la police du Surrey a décidé d'établir un profil psychologique du meurtrier à partir des indices laissés sur les lieux. Le FBI est pionnier dans l'utilisation de cette méthode, qui a rarement été employée en Grande-Bretagne. On remet au professeur David Canter de l'Université du Surrey toutes les informations rassemblées jusqu'ici. Il en déduit des aspects d'ordre psychologique que la police doit faire correspondre au profil des suspects. D'après le profil établi, le violeur et meurtrier vit à Kilburn ou Cricklewood. Duffy vit à Kilburn. Il a entre 20 et 30 ans et est marié. Duffy a 28 ans et est marié. Son mariage est en difficulté. Duffy a quitté sa femme récemment. Il est petit et souffre d'un complexe physique. Duffy ne mesure qu'1,58 m et a de l'acné. Il se passionne pour les arts martiaux. Duffy passe le plus clair de son temps dans un club d'arts martiaux. Les armes le fascinent. Duffy possède toute une collection d'armes de kung-fu et de couteaux. Il a besoin de dominer les femmes. Duffy est un homme violent qui a fait subir des sévices à sa femme. Le meurtrier fantasme sur le viol et les chaînes. Duffy a attaché sa femme avant leur rapport sexuel. Il fantasme sur le sexe et la violence. Duffy collectionne les ouvrages pornographiques les plus durs. Il a un emploi semi-qualifié. Duffy a été formé comme menuisier par les chemins de fer britanniques. Enfin, le meurtrier est solitaire et a peu d'amis. Duffy n'a que 2 compagnons réguliers. Mais le portrait ne concorde pas entièrement et la police continue à réserver son jugement. Duffy avait les cheveux roux. Or, l'homme que nous recherchions, d'après nos témoins, était blond. Il n'avait jamais été condamné auparavant pour outrage aux bonnes mœurs en dehors de la sérieuse agression commise sur sa femme, pour laquelle il était alors en liberté sous caution. Néanmoins, la police décide d'interroger à nouveau Duffy. Peu après lui avoir fait subir un interrogatoire préliminaire, cette nouvelle tombe. Le poste de police de Hampstead nous informa 3 ou 4 heures après son interrogatoire préliminaire qu'il venait de porter plainte pour agression dans la rue, à la suite de laquelle il avait perdu la mémoire. Nous avons découvert ensuite qu'il avait été admis à l'hôpital psychiatrique de Frion Barnet et qu'il souffrait toujours d'amnésie. Les médecins de l'hôpital considèrent que l'état de Duffy est si grave qu'il est hors de question de poursuivre les interrogatoires. La police, qui enquête sur de nombreux autres suspects, est néanmoins soulagée de laisser Duffy apparemment sous surveillance étroite. Mais un autre viol est commis en octobre. Quand la police vérifie à nouveau les mouvements de ses principaux suspects, elle découvre que, loin d'être resté sous la surveillance de l'hôpital, Duffy a été libre d'aller et venir à sa guise. On le remet alors sous étroite surveillance. Il semble qu'il s'en soit rapidement rendu compte et se soit mis à jouer au chat et à la souris avec la police, montant même dans un train juste au moment de la fermeture des portes. Finalement, alors qu'il semble préparer une nouvelle agression, des responsables de la police décident qu'il est trop dangereux de le laisser en liberté. Chaque jour apportait de nouvelles preuves contre Duffy, et j'étais sûr qu'il était l'auteur de ces crimes. J'ai alors commencé à craindre qu'il en commette d'autres.
Nous passions notre temps à surveiller chacun de ses gestes. Nous avons donc décidé qu'il fallait l'arrêter. John Duffy est arrêté pour être interrogé le 23 novembre 1986. Il reste en détention pendant plus d'1 an avant de passer en jugement en février 1988. Il est accusé des 3 meurtres, mais seulement de 5 viols sur lesquels l'opération Hart enquête, ceux pour lesquels les victimes ont formellement identifié. Le juge Farquharson, qui préside le tribunal, fait le portrait d'un homme vicieux, rusé et calculateur qui savait exactement ce qu'il faisait. La police apporte ses preuves les unes après les autres, en commençant par les armes et les revues de violence et de pornographie trouvées dans l'appartement de Duffy. Duffy est fasciné par les arts martiaux. Il a été l'élève d'une école de karaté de Londres. Fait encore plus accablant, la police a retrouvé des allumettes et des mouchoirs en papier semblables à ceux recueillis sur le lieu du meurtre de Margie Tambowser. Une bobine de fil Somyarn correspondant à celui qui avait servi à faire descendre Margie de vélo et à l'attacher a également été retrouvée. Enfin, le minutieux travail d'expertise effectué sur les vêtements d'Alison Day révèle que les fibres prélevées sur ceux-ci correspondent à celles prélevées sur les vêtements de Duffy. En plus de ces indices concrets, Duffy est clairement identifié par plusieurs des jeunes femmes qu'il a violées. La défense ne peut présenter que bien peu d'arguments pour réfuter une telle accumulation de preuves matérielles. Duffy obtient néanmoins un non-lieu pour le meurtre d'Anne Locke pour insuffisance de preuves. Le 26 février 1988, le jury composé de 6 hommes et de 6 femmes déclare Duffy coupable de 2 meurtres et de 5 viols. Il est condamné à la prison à vie. Une fois le procès clos, on raconta que c'était sa fascination pour les arts martiaux qui avait incité Duffy à commettre des actes d'une telle horreur. Mais cet argument s'avère peu valable. Les ninjas ou ce genre de pratique attirent malheureusement des gens qui ont besoin de fantasmer sur leur vie. Mais c'est généralement de courte durée. La discipline qu'exigent les arts martiaux va précisément à l'encontre de l'instabilité dont pourrait souffrir ce genre de maniaque. Mais Duffy n'avait aucunement l'air d'un maniaque instable, ce que confirme un de ses compagnons de karaté. Je l'ai rencontré pendant les cours et je l'ai vu 1 ou 2 fois en dehors. C'était quelqu'un de très calme, il n'avait rien d'étrange. Je pensais simplement qu'il était très timide. Cependant, les psychologues continuent à spéculer sur les mobiles qui ont poussé Duffy à commettre des actes aussi horribles. Son physique chétif, dont parle le propriétaire de son école de karaté, en est peut-être la raison. C'était quelqu'un d'insignifiant. Ses propres camarades n'ont pas pu croire que c'était un meurtrier. Le sentiment de médiocrité qu'éprouvait sans doute Duffy se serait transformé en une profonde haine des femmes. En condamnant Duffy à la prison à vie, le juge s'écria « Je n'ai pas de mots assez forts pour décrire l'atrocité et la bestialité des sévices que vous avez fait subir à ces jeunes filles. Mais il subsiste un fait qui donne à réfléchir. Ce tueur au regard intense n'était certainement pas seul quand il a commencé sa campagne de terreur et de viol. »